Pourquoi m'as-tu fait la robe si longue, mère? Tu as 14 ans aujourd'hui. Oh, si j'avais su que tu me ferais la robe si longue, j'aurais mieux aimé ne pas avoir 14 ans. La robe n'est pas si longue, Madela. Képuchi, mon enfant à chaque printemps prend 2 boutons de plus. Une grande jeune fille comme toi, tu ne peux plus aller venir en robe de petite fille. En tout cas, ma robe de petite fille me va mieux que cette chemise de nuit. Oh, laisse-moi la porter encore une fois. Encore un été, mère. Que j'ai 14 ou 15 ans, cette robe de pénitence m'ira toujours aussi bien. Gardons-la pour mon prochain anniversaire. Si je la mettais aujourd'hui, je marcherais sur les galons et c'est tout. Je ne sais que dire. Je te garderai bien comme tu es. À ton âge, il y a des jeunes filles qui sont gourdes et godiches, mais toi, tu es tout le contraire. Qui sait comme tu seras quand elles auront grandi? Qui sait, peut-être que je ne serai plus. Mon enfant, mais comment te vient-il de telles pensées? Non, mère chérie, pas de tristesse. Mon unique trésor. Elles me viennent le soir quand je ne m'endors pas. Je n'en éprouve aucune tristesse et je sais qu'ensuite je m'endors mieux. C'est un péché, mère, d'avoir ces pensées-là. Va et accroche la robe de pénitence dans l'armoire. Et au nom du ciel, remets ta robe de petite fille. À l'occasion, j'y coudrai un volant dans le bas, large d'une main. Oh non, alors j'aimerais mieux avoir tout à fait 20 ans. N'attrape pas froid, c'est tout. J'en ai vraiment un saut. Fini, je joue avec vous. Dans ce cas-là, mettons-nous nous aussi. Et tes devoirs, mes frères. Non, continue à jouer. Où vas-tu? Me promener. Il fait bien noir. Tu as fait ton travail déjà. Pourquoi m'empêcherait ton ami qu'on est dans le noir? Et l'Amérique centrale. Et Louis XV. Et 60 vers de mer. Et cette équation. Moi, tes devoirs. Si seulement la composition latine n'était pas pour demain. On peut penser à rien sans que les devoirs se mettent en travers. Bon, je rentre à l'horizon. Moi aussi, faire les devoirs. Bonne nuit, Belclore. Dormez bien. J'aimerais savoir au juste pourquoi nous sommes dans ce monde. Pour aller à l'école. Et pourquoi allons-nous à l'école? Pour nous faire passer des examens. Et pourquoi devons-nous passer des examens? Pour nous faire tomber. Il y en a 7 qui doivent tomber, puisque la classe supérieure ne peut en contenir que 60. Depuis Noël, je me sens tout chose. Et le diable m'emporte. Hein. Si papa n'était pas là, aujourd'hui même, je ferais un homme en baluchon et en route pour Altena. Changeons de sujet. Ne crois-tu pas, comme moi, Melchior, que le sentiment de pudeur dans l'homme, ce n'est qu'un produit de son éducation? Avant-hier encore, j'y songeais. Il est tout de même profondément enraciné dans la nature humaine. Imagine que tu doives te déshabiller entièrement devant ton meilleur ami. Tu ne le feras pas s'il ne le fait pas en même temps lui aussi. Et puis, c'est encore plus ou moins une affaire de mode. Je me suis déjà dit que si j'ai des enfants, filles et garçons, je les ferai dormir ensemble, dès le début, et si possible, sur une seule et même couche. Je voudrais que, matin et soir, ils s'aident à s'habiller et se déshabiller les uns les autres, et qu'à la chaude saison, filles comme garçons, ils ne portent rien de tout le jour qu'une tunique de laine blanche ceinturée d'une lanière de cuir. J'ai idée qu'à grandir dans ces mœurs, ils seront plus calmes que nous ne le sommes pour la plupart. J'en suis persuadé, Maurice. La question est seulement, si les filles ont des enfants, que faire? Comment des enfants? À cet égard, je crois à un certain instinct. Je crois que si l'on enferme ensemble un chat et une chatte en bas âge, et qu'on les écarte de tout commerce avec le monde extérieur, ce qui revient à les abandonner à leur seul mouvement, eh bien, tôt ou tard, la chatte devient grosse un beau jour, bien qu'elle ni son chat n'ait eu aucun exemple pour leur ouvrir les yeux. Chez les animaux, il faut bien que ça se fasse tout seul un jour ou l'autre. Mais chez les hommes, bien davantage. C'est mon avis, Maurice. Je te le demande. Si tes garçons dorment avec les filles sur une seule et même couche, et que leur adviennent à l'improviste les premières excitations mâles, eh bien, je parierais volontiers avec n'importe qui que... Tu dois bien avoir raison. Et pourtant... Et pour les filles, il en irait même à l'âge correspondant. Non pas que la fille... le cas n'est pas si clair. En tout cas, on pourrait compter très vite sur la curiosité pour faire son effet. Une question à propos. Voyons. Mais tu réponds. Naturellement. Vrai? Ma main. Ton devoir, tu l'as fait? Parle donc à cœur ouvert, Maurice, qui nous voit, qui nous entend. Les as-tu déjà ressentis? Quoi donc? Comment tu disais Les excitations mâles? Sans contredit. Moi aussi. Je connais ça depuis longtemps, déjà au moins 1 an. Moi, j'étais comme touchée de la foudre. Tu avais rêvé? Mais un rêve très court. Des jambes en bas bleu ciel qui montaient sur le pupitre. Pour être exact, j'ai seulement imaginé qu'elle l'enjambait. Je les ai vues très furtivement. Georges, il a rêvé de sa mère. Il te l'a raconté? Oui, dehors, sur le chemin du supplice. Oh, si tu savais par quoi je suis passée cette nuit-là. Des remords? Des remords? L'angoisse de la mort! Seigneur Dieu. Moi, je me trouvais plus ou moins préparé. Une légère honte et c'est tout ma foi.
Moi, je me rappelle pas avoir éprouvé de nostalgie pour ce type d'excitation-là. Aujourd'hui, je puis à peine parler à la première fille venue, sans en même temps imaginer quelque chose d'abominable. Et je te jure, Melchior, je sais pas quoi. Je te dirai tout. Je le tiens des livres, je le tiens d'illustrations et d'observations faites sur nature. Tu seras étonné, c'est à ce moment-là que je suis devenu athée. J'ai parcouru le dictionnaire meilleur, de A à Z. Des mots, rien que des mots. Pas la moindre explication claire. Oh, quelle pudeur. À quoi bon ce vocabulaire si sur les questions les plus pressantes de la vie, il ne répond pas? Mais tu as bien déjà vu 2 chiens courir la rue? Non, ne me dis rien encore, Melchior. J'ai l'Amérique centrale, Louis XV, les 60 verres d'Homère sur les bras. Sinon demain je raterai encore tout. Pour pouvoir bûcher que ça paye, il faut que je m'abrutisse comme un bœuf. Viens à la maison. Je te fais Homère, les équations et 3 devoirs. J'y ménage 2-3 faux sens sans danger et l'affaire est dans le sac. Maman nous pressera une limonade et nous parlerons tranquillement de la reproduction. Je peux pas parler tranquillement de la reproduction. Si tu veux me faire plaisir, rédige-moi ce que tu sais par écrit. Que ce soit court, clair, le plus possible. Demain, pendant l'heure de gymnastique, glisse-le entre 2 livres. Je l'emporterai chez moi sans savoir que je l'ai. Je le découvrirai un jour et forcément, je le parcourrai d'un œil las. Si tu peux vraiment pas faire autrement, tu peux y joindre quelques dessins. Tu es comme une fille. Tant pis. Moi, c'est le genre de choses qui m'intéresse absolument. Mais, une question à propos. Tu as déjà vu une fille? Oui. Tout entière? Complètement. Alors il n'y aura pas besoin d'explication, ni de dessin. C'était la fête des chasseurs. Moi, j'étais avec maman à Francfort, tu sais. Bah, tu t'en vas déjà? Ferme de voir. Bonne nuit. Bonne nuit, Maurice. Comme les chaussures prennent l'eau. Comme les joues prennent les vents. Comme les pierres en boue. Allons voir jusqu'au bout. Il se disait que le fleuve convoyait arbres et arbustes. Les garçons ont construit un radeau. Mais qui d'abord hier au soir un peu plus, il paraît qu'il se noyait. Oh, c'en est un qui sait nager. Oh, c'est bien ce que tu m'as dit. Et s'il n'avait pas su nager, il se serait bien noyé. Mais laisse-la faire. Je subis jour et nuit ces agaceries. Oh, porter les cheveux courts comme toi, j'ai pas le droit. Porter les cheveux au vent comme Ben Blague, j'ai pas le droit. Un catogan, pas le droit. Et à la maison, il faut toujours que je sois toute coiffée pour l'amour de mes tantes. Demain, je viens en cours de religion et avec une paire de ciseaux pendant que tu réciteras. Bienheureux celui qui n'est pas égaré. Je te découperai. Oh non, 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 pour l'amour de Dieu, non, Van là où papa me bat comme plâtre et maman m'enflamme 3000 dans le 3 chapeaux. Avec quoi te bat-il, Martha? Ah, il me semble souvent qu'il leur manquerait quelque chose s'ils n'avaient pas cette petite reine. Ah non, ma fille. Est-ce que tu as pu porter un ruban bleu dans l'encolure de ta chemise? On te l'a permis? Du satin rose. Maman prétend que rose, c'est joli. Avec mes yeux noirs comme le jet. Non, moi, le bleu, mais ça non. Maman m'a tiré du lit, ma. Alors je suis tombée en avant sur le parquet. Maman, elle fait sa prière du soir chaque soir. Moi, je les aurais lâchés depuis bien longtemps. Voilà ce dont je rêve. Mais oui, c'est ça. Oh, mais ça, je voudrais bien voir ça. Ah oui. Oh, elle aurait bien aimé voir ça, ma mère. Comment à cette mère, je ne puisse pas lui faire de reproche. Peux-tu te représenter, Théa, ce que maman voulait dire par là? Moi, non. Et toi, Penda? Je l'aurais demandé, c'est tout. Oh, bah, j'étais par terre, je criais, je hurlais. Papa sur 20, cric-crac, ma chemise en l'air, et moi à la porte, et dehors. C'est lorsque je voulais, non? De sortir comme ça dans la rue. Pourtant, ce n'est pas du tout vrai, Martha. Je suis revenue. J'ai dû dormir toute la nuit dans un sac. De ma vie, je ne dormirai dans un sac. J'aimerais tellement dormir dans un sac pour toi. Oh, et encore quand on ne voit pas. Mais on y étouffe quand même. Ah, mais non, la tête est à l'air, on fait en dessous le menton. Et ensuite, on te bat. Non, seulement dans certains cas. Et avec quoi te bat-on, Martha? Voyons voir. N'importe quoi. Est-ce que ta mère aussi trouve-t-elle inconvenant de manger au lit un piment de pain? Non, non. Je pense tout de même qu'ils y trouvent leur plaisir, même s'ils n'en soufflent le mot. Si un jour j'ai des enfants, je les laisserai pousser comme la mauvaise herbe dans notre jardin de fleurs. Qui donc s'en soucie? Et puis, ça monte si haut et si dru, tandis que les roses dans leur parterre contre leur tuteur fleurissent chaque été plus chétives. Si j'ai des enfants, je les habillerai de rose des pieds à la tête. Rose le chapeau, rose la robe, rose les souliers, sauf les bas noirs comme la nuit. Et ensuite, lorsque j'irai me promener, je les ferai défiler devant moi. Et toi, Bella? Savez-vous donc si vous en aurez? Pourquoi ne devrions-nous pas en avoir? Tante Fémie n'en a pas. Petit oie!
c'est qu'elle n'est pas mariée. Ma tante Boer a été mariée 3 fois, elle n'en a pas le moindre. Mais, et toi, Linda? Si tu avais des enfants, tu préfères des garçons ou des filles? Bah, des garçons, des garçons. Moi aussi, des garçons, des garçons! Moi aussi, plutôt 20 garçons que 3 filles! Ennuyeuses sont les filles. Oh, si je n'avais pas été une fille jusqu'ici, c'est sûr que je ne voudrais pas en être une maintenant! C'est, je crois, une affaire de goût, Martha. Je me réjouis chaque jour d'être une fille. Je n'échangerai pas pour le fils d'un roi. Tout de même, je ne voudrais avoir que des garçons. Cela n'a pas de sens, Velia. Aucun sens. Je te demande pardon, ma petite. Il doit être 1000 fois plus exaltant d'être aimé par un homme que par une fille. Tu ne vas tout de même pas prétendre que Pfal, le garde des eaux euphoriques, aime Mélita puisqu'il n'est aimé d'elle. Mais si, justement, fallait fière d'être garde des eaux et forêt, Fall n'a rien. Mélita est heureuse, elle va recevoir 10 000 fois plus que ce qu'elle vaut. N'es-tu pas fière de toi, Bella? Ce serait des niaiseries. Comme je voudrais être fière à ta place. Vois donc, vois comme elle pose les pieds, comme elle regarde de droit, comme elle se tient, Martha. Oh, si je n'ai pas de la fierté. Oh, mais pourquoi? J'ai tant de bonheur d'être une fille. Si je n'étais pas une fille, je me tuerais. Et la fois suivante... Il a une tête merveilleuse. Je me figure le jeune Alexandre lorsqu'il allait à l'école chez Aristote. Dieu très bon, l'histoire grecque à présent. Tout ce que je me souviens, c'est Aristote dans le tonneau et Alexandre en train de lui vendre l'ombre de l'air. Dans sa classe, il doit être 3e. Le professeur Pacados dit que s'il voulait, il pourrait être premier. Oh, il a un beau front, mais je trouve que son ami a un regard plus chargé d'âme. Maurice Stiefel. Quel bon ennemi celui-là. Oh, mais il nous est toujours très bien entendu des filles. Il fait des histoires chaque fois qu'on le rencontre. Trop pas d'enfants chez les rideaux. Il m'a offert des pralines. Et tu t'imagines même là, ils étaient mous et chauds. N'est-ce pas là, de là? Il a prétendu qu'il les avait gardés trop longtemps dans la poche de son pantalon. Et tu t'imagines, Melky Gabor m'a dit un jour qu'il ne croyait en rien, ni en Dieu, ni rien, ni plus rien de ce monde. L'un de vous peut-il me dire où Maurice Stiefel se cache? Ça va aller mal pour lui. Pour lui, ça va aller mal. Il va trop loin, encore un peu, il est fait comme un rat. Petit doigt le sait, en ce moment, je n'aimerais pas être dans sa peau. Et cette effronterie, cette impudence. Qu'est-ce que vous savez donc? Ce que nous savons, eh bien, je vais te le dire. Je voudrais n'avoir rien dit. Si tu me le dis pas tout de suite. En 2 mots, Maurice Stiefel est entré dans la salle du conseil. Dans la salle du conseil. Dans la salle du conseil, aussitôt après l'heure de latin. Il est sorti le dernier, il est resté en arrière exprès. Comme je tournais le coin du corridor, je l'ai vu ouvrir la porte. Que le diable t'emporte. Si le diable ne l'emporte pas lui, Au pire, il est mieux pour un dimanche après-midi avec une observation sur son carnet. à moins qu'avec cet avertissement, il dove à l'ailleurs. Le voici. Blanc comme un linge. Maurice, ce que tu as fait. Rien. Tu as de la fièvre? De bonheur, de joie, de jubilation. Tu t'es fait passer. Melchior, j'ai ma promotion, je suis reçue. Oh, le monde peut bien périr. Je suis reçue. Je réalise pas encore bien. 20 fois j'ai lu la chose, grand Dieu. Mon nom y était. Melchior, si tu savais par quoi je suis passée. Félicitations, Maurice. Résultat de ta lettre si bien sorti. Tu ne devines pas, Jeannot. Tu ne sais pas tout ce qui était en jeu. Voici 3 semaines que je me glisse près de cette porte comme devant la gueule de l'enfer. Aujourd'hui, je remarque qu'on n'a pas fermé à clé. Oh, je crois bien, Milton, on ferme 1 million. Rien n'aurait pu me retenir. Me voilà au milieu de la salle. J'ouvre le grand cahier, je tourne les pages, je trouve. Et pendant tout ce temps, oh, j'en ai froid dans le dos. Pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, la porte derrière moi, grande ouverte. Comment je suis descendue? Sortie? Je sais pas. La mère meilleure aussi est-il reçue? Assurément, Jeannot, assurément. La mère meilleure est reçue tout comme moi. Tu n'as pas dû lire de bien près. Si on ne compte pas le banc des ânes, avec la mère meilleure et toi, on arrive à 61. La Clardon ne peut en contenir plus de 60. J'ai parfaitement bien lu. La mère meilleure et moi, simplement, pour l'instant, c'est provisoire. Dès la fin du premier trimestre, nous saurons qui des deux doit faire place à l'autre. Pauvre la mère meilleure. Je te parie 5 mars que c'est toi qui te remplacerais. Tu n'as pas le sou, je voudrais pas te voler. Nom de Dieu, comme je vais bûcher à partir d'aujourd'hui. Vous, croyez-le, ne le croyez pas, tout est égal à présent. Une chose est vraie, si je n'avais pas été reçue, je me serais logé une balle dans la tête. Oh alors, j'aurais bien mes devoirs faire. Ouais, une bonne claque, oui. Viens Maurice. Allons en ville. Allons à la maison du garde forestier. Parce que tu crois ces sornettes. De quoi te mets-tu? Allez viens Maurice, allons en ville. Incompréhensible pour moi, cher collègue, que mon meilleur élève soit attiré par mon élève le plus mauvais.
C'est toi, Venda? Vraiment toi? Mais que fais-tu ici toute seule? Depuis 3 heures, je parcours la forêt dans tous les sens sans rencontrer un petit vivre. Et brusquement, tu sors du plus profond fourré. Oui, c'est moi. Je ne reconnaissais pas Venla Bergman. J'allais te prendre pour une dryade tombée des branches. Non, non, je suis Wendla Bergman. D'où viens-tu? On aide mes pensées. Je cherchais de la Reine des Bois. Maman veut faire de la tisane de printemps. Elle voulait venir avec moi, mais Tamboueur, au dernier moment, nous a rendu visite. Elle n'aime pas qu'on s'amonte. Alors, je suis venue toute seule. Et tes reines des bois, tu les as? Oh, un plein panier. Là-bas, sous les taillis, il en pousse épais comme des trèfles. Pour le moment, j'essaie un peu de m'y retrouver, j'ai dû me perdre. Tu peux me dire quelle heure il est? 3h30 passées, on s'attend à quelle heure? Je croyais qu'il serait plus tard. Je suis restée un long moment allongée là-bas, sous le ruisseau, dans la mousse. Et j'ai rêvé. Le temps a passé si vite, j'avais peur que le soir tombe. Si personne ne t'attend, étendons-nous ici. Sous ce chêne, c'est mon endroit préféré. À la tête contre le tronc, on regarde le ciel fixement à travers les branches et on est hypnotisé. La terre est encore chaude du soleil du matin et voilà des semaines que je voulais te demander quelque chose, Vendla. Faut que je sois rentrée avant 5 heures chez moi. Je porterai ton panier, nous prendrons le chemin le long du ravin et en 10 minutes nous serons sur le pont. Et lorsque l'on est étendu, la tête entre les bras, il vous vient les pensées les plus étranges. Que voulais-tu me demander, Melchior? J'ai entendu dire, Vendla, que tu vas souvent visiter les pauvres, que tu leur apportes vivres, vêtements et aumônes. Ce que tu en fais, c'est de ton gré ou c'est ta mère qui t'envoie? La plupart du temps, c'est ma mère qui m'envoie. Ce sont des familles de journaliers avec des tas d'enfants. Les hommes sont sans travail, ils ont froid et faim. Or que nous, dans nos commodes et nos armoires, nous avons tant de vieilleries que nous n'utiliserons pas. Pourquoi me poses-tu la question? Quand ta mère t'envoie, tu y vas de bon gré ou de mauvais gré? Oh, de bon gré sur ma vie. Mais pourtant, les enfants sont malades, les femmes crasseuses, les maisons remplies de saleté, les hommes ils te haïssent parce que tu ne travailles pas. Mais ce n'est pas vrai, Melchior. Et même si c'était vrai, raison de plus pour y aller. Comment raison de plus? Oui, raison de plus pour y aller. J'aurais d'autant plus de plaisir à les aider. C'est donc pour ton plaisir que tu visites les pauvres. Je les visite parce qu'ils sont pauvres. Et si tu n'avais pas de plaisir, tu n'irais pas. Oh, est-ce de ma faute si ça me fait plaisir? Alors c'est vrai ce qui me tourmente depuis des mois. Et naturellement tu iras aussi. À quoi rêvais-tu, Vendla, étendu près du ruisseau? Des bêtises, des folies. Les yeux ouverts? J'ai fait ce rêve. J'étais une pauvre, pauvre petite mendigote. On m'envoyait mendier dès 5 heures du matin, dans le froid, dans le vent, avec des gens brutaux et sans cœur. Quand je rentrais à la maison, si je n'avais pas ramené autant de sous que le père escomptait, j'étais battue, battue. Je connais ça, Vendla. C'est à cause de ces stupides contes d'enfants, mais crois-moi, il n'existe plus de gens si brutaux. Oh, mais tu te trompes. Martha Bessel est battue chaque soir que Dieu fait. Et le lendemain, on lui voit les marques. Qu'est-ce qu'elle doit souffrir? J'en ai des pitiés si violentes que je me fourre l'oreiller en pleine nuit dans la bouche pour pleurer. Oh, qu'est-ce que j'aimerais lui venir en aide, pouvoir prendre sa place pendant 8 jours. On devrait poursuivre le père sans attendre. On lui enlèverait l'enfant. Moi, je n'ai jamais été battue, ma vie, pas une seule fois. J'ai essayé de me battre pour voir l'effet que ça fait. C'est un sentiment tellement terrifiant. Je ne crois pas que l'on a un enfant meilleur par ce moyen. Par quel moyen? Par le battant. Avec cette baguette? Oh, regarde. Comme elle est fine, comme elle est dure. Elle doit fouetter les sangs. Tu peux me battre, Melchior? Qui? Pas moi? Bah, qu'est-ce qui te prend, Vendla? Oh, mais quel mal y a-t-il? Non, sois tranquille, Mais je je vais te pas le te battre. permets. Non, jamais, ma fille. Oh, mais puisque je te le demande. Mais t'es pas folle. Oh, mais je n'ai jamais été battue de ma vie. Puisque tu peux demander une chose pareille. Oh, mais je ne sens rien, Melchior. Ah, je te crois avec tous tes jupons. Là, sur mes jambes. Mais tu me caresses, Melchior. Plus fort. Ah, Vendla! Ah, plus fort. Ah, mais plus fort, Melchior. Attends, sorcière! Je vais faire passer sa jambe du corps. Tonnerre de Dieu, enfer et damnation. Bon, j'ai passé tout le petit déjeuner à conjuguer, j'ai dû m'effondrer de peu après 3 heures du matin. Tu veux que je te roule une cigarette? Oh non, merci. Je ne fume pas. Pourvu que ça continue. Travailler. Travailler, voilà ce que je vais faire. Dussent les yeux me sortir de la tête. La mère meilleure a déjà cumulé 6 échecs depuis le début du trimestre. 3 avec Fracados, 2 en grec et le dernier en histoire de la littérature. Moi, je ne me suis mis que 5 fois dans cet état lamentable. Et ça va pas se reproduire de sitôt. Moi, si je tombe,
C'est un coup à tuer mon père et l'asile de fou pour maman, c'est trop pour un seul homme. Mais maintenant que j'ai saisi la perche, je vais m'y cramponner. Ma garantie est que si je chute, la conséquence est sans recours. Je me casse le cou. La vie est d'une platitude insoupçonnée. Moi, j'aurais un certain plaisir à me pendre à quelque arbre. Mais qu'est-ce que maman fabrique avec le thé? Ton thé va me faire du bien, Melchior. Regarde, je tremble. Je me sens si étrangement en dehors de moi-même. Tire-toi de mon pouls. Melchior, si nous descendions. Attends d'avoir bu le thé. Tenez les enfants, vous allez l'aimer. Bonsoir, monsieur Stiefel. Comment allez-vous? Bien, merci, Madame Gabor. J'écoute la sarabande là en bas. Vous avez une très mauvaise mine. Vous ne vous sentez pas bien? Ce n'est rien vraiment. Ces derniers soirs, je me suis couchée bien trop tard. Je pense qu'il a travaillé toute la nuit. Ce ne sont pas là des choses à faire, monsieur Stiefel. Il faut vous ménager. L'école ne remplace pas la santé, dites-vous bien. De sérieuses promenades au Gantel, cela vaut tous les exercices de moyen ou allemand. De sérieuses promenades. Vous avez raison, j'en ferai. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Et puis, on peut faire des choses sérieuses en se promenant. Bien que pour les devoirs écrits, il faut dire bien que je reste à la maison. Pour ton travail écrit, tu le feras ici avec moi. Ça sera plus simple pour nous deux. Quel livre as-tu là, Melchior? Faust. L'as-tu déjà lu? Je n'ai pas encore fini, non? Nous en sommes à l'année de Walter Gis. À ta place, j'aurais attendu encore 1 ou 2 années. Je ne connais pas de livre où j'ai trouvé d'aussi belles choses, maman. Pourquoi n'aurais-je pas dû le lire? Parce que tu ne le comprends pas. Bah, je sais bien que comprendre cette œuvre dans tout ce qu'elle a de sublime, je n'en suis pas capable, mais Nous le lisons toujours ensemble. C'est extraordinaire ce que ça facilite la compréhension. Tu es assez grand, Melchior, pour savoir ce qui t'est profitable et ce qui te fait du mal. Fais ce qui te semble à ta portée. Je voulais simplement te faire remarquer que même la meilleure des choses peut devenir préjudiciable si on n'a pas la maturité nécessaire pour la recevoir comme pied. Je préférerais toujours mettre ma confiance en toi plutôt qu'en quelconque règle d'éducation. Si vous avez encore besoin de moi, les enfants, je suis dans ma chambre. Ta mère voulait parler de l'épisode avec Marguerite. est-ce que nous nous sommes seulement arrêtés? Faust lui-même ne s'en serait pas débarrassé avec autant de sang-froid que nous. Non, non, décidément. Décidément, le bonheur ne culmine pas dans cette turpitude. À voir comment chacun s'obnubile avec ça et s'y cramponne, on a l'impression que le monde entier tourne autour de 2 choses. Le pénis et le vagin. Pour être tout à fait juste, Melchior, c'est effectivement mon impression depuis que j'ai lu ton essai. C'était pendant les vacances. J'ai fermé la porte au verrou et j'ai parcouru ces lignes flamboyantes comme une chouette effarouchée, une forêt en flammes. Mais la souffrance la plus vive réside dans ce que tu écris des filles. Ces impressions-là ne me quitteront plus. Crois-moi, Melchior, subir une injustice est bien plus doux que de la commettre. Laisser tomber sur soi une injustice que l'on n'a pas méritée, c'est pour moi le résumé de tout le bonheur de ce monde. Moi, je ne veux pas d'un bonheur fait d'aumône, Mais pourquoi pas? mais parce que je ne veux rien que je n'ai dû conquérir par moi-même. Mais est-ce encore de la jouissance, Melchior? La fille, Melchior, jouit comme les dieux bienheureux. La fille se défend conformément à sa nature. La fille vit dans les craintes de l'enfer que déjà elle accueille le paradis en fleurs. Sa sensibilité est aussi fraîche que l'eau qui jaillit de la roche. La fille se saisit d'une coupe visitée de nul souffle terrestre. Un calice de nectar brûlant de braise qu'elle vide jusqu'à la dernière goutte. Ce que connaît l'homme à côté, je le trouve fade et sans force. Pense-le comme tu voudras, mais garde-le pour toi. Moi, je n'aime guère y penser. Benna! Benna! Qu'y a-t-il, mère? Ah, te voilà debout, mon enfant, comme c'est bien à toi. Tu étais sortie? Habille-toi lestement, tu dois descendre le panier chez Ina tout de suite. Tu étais chez Ina? Comment va-t-elle? Figure-toi, Venla, que la cigogne est passée la voir cette nuit. Et elle lui a apporté un petit garçon. Un garçon comme c'est merveilleux! Voilà la grippe qui n'en finissait plus. Un petit garçon magnifique. Oh, il faut que je le voie, mère. Me voilà tante pour la 3e fois, d'une fille et de 2 garçons. Et quel garçon? Il en va ainsi quand on habite si près du toit de l'église. Et il n'y aura que 2 ans et demi demain qu'elle en aura franchi les marches dans sa robe de mousseline. Et tu étais là quand on lui a apporté? Non, elle venait juste de s'envoler. Ne peux-tu pas mettre une rose ici? Pourquoi n'y étais-tu pas plus tôt? Je crois qu'elle t'a apporté quelque chose, une broche, ou plutôt... C'est vraiment dommage. Mais puisque je te dis qu'elle t'a apporté une Mais broche... des broches, j'en ai assez.
Réjouis-toi quand même, mon enfant. Que veux-tu de plus? Bah, j'aurais une furieuse envie de savoir si elle est passée par la fenêtre ou si elle est descendue par la cheminée. Demande à Ina. Oui, c'est ça, demande à Ina, cher petit cœur. Ina te dira tout par le menu. Ina a même conversé avec elle une large demi-heure. Je vais demander à Ina en descendant chez elle. Pour sûr, n'oublie pas, de petit ange. Moi aussi, j'aimerais bien savoir si elle est passée par la fenêtre ou par la cheminée. Et si ta fille demandait plutôt au ramoneur? Le ramoneur, lui, doit bien savoir si ça descend par la cheminée. Non, pas le ramoneur, mon enfant. Qu'est-ce que les ramoneurs savent aux cigognes? Il te racontera des sornettes auxquelles il ne croit pas lui-même. Mais, tu écarquilles les yeux? Qu'est-ce que tu regardes dans la rue? Un homme, mère, 3 fois plus gros qu'un bœuf, avec des pieds comme des bateaux à vapeur. Impossible, impossible. Oh, il a sous le menton une plaque en bois. Ah, il vient de tourner la rue. Enfant tu resteras. Va mettre ton chapeau. Ce serait vraiment merveille si tu atteignais l'âge de raison. Hein. Mais j'ai cessé d'y compter. En ce qui concerne ma saine raison, c'est chose triste. J'ai à présent une sœur mariée depuis 2 ans et demi et me voilà tante pour la 3e fois, et je ne sais toujours pas comment cela se passe. Oh, ne te fâche pas, mère. Ne me gronde pas, mais à qui d'autre poser la question? Oh, dis-le-moi, j'ai si honte. Tu ne crois sérieusement pas qu'à 14 ans, je crois encore à la cigogne? Mais même là, comme tu es étrange. Et quelles idées te passent par la tête? En vérité, je ne peux pas, non? Mais pourquoi Pourquoi est-ce une chose si vilaine si tout le monde s'en réjouit? Dieu me protège. Je l'ai bien mérité. Habille-toi, ma fille, habille-toi. Je vais m'habiller et je vais aller voir tout de go le ramoneur pour lui poser la question. C'est à devenir folle, hein? C'est à devenir folle! Mais viens, je vais te le dire. Oh, divine providence, non. Non, je ne peux pas. Demain, après-demain, la semaine prochaine. Quand tu voudras, cher petit cœur. Dis-le-moi maintenant. Oh, quand je te vois tout épouvanté comme ça, je me calmerai pas de sitôt. Ben là, je ne peux pas. Oh, viens, mère. Tu t'assois, je m'agenouille à tes pieds, je pose ma tête ici, et tu peux me recouvrir avec ton tablier. Et tu me racontes. Je ne crierai pas, je ne parlerai pas. Allez, mère. Dieu m'est témoin, Valda, que ce n'est pas ma faute. Hein. Dieu me connaît. Mais viens, je vais te raconter comment tu es venue au monde, ma fille. J'écoute. Tu entends, Valda? Oui. Non, ce n'est pas possible, c'est trop pour moi. Ah, prends courage, mère. Non, je mérite qu'on me jette en prison et qu'on t'enlève à moi. Ah, Dieu. Je ne vais plus tenir, mère. Pour avoir un enfant, Valda, tu comprends? J'écoute. Pour avoir un enfant, même là, on doit, avec l'homme avec lequel on est marié, on doit l'aimer. On doit l'aimer. Oui, l'aimer, je te dis. On doit l'aimer de tout son cœur. On doit l'aimer comme ça ne se dit pas. On doit l'aimer de tout son cœur très fort, comme on peut aimer un homme. On doit l'aimer de tout son cœur très fort, comme tu ne peux pas du tout encore aimer à ton âge aujourd'hui. Voilà, tu sais tout. Oh Dieu du ciel. Tu sais quelles épreuves t'attendent. Et c'est tout. Aussi vrai que Dieu m'entende. Allez, prends le panier et va chez Ina. On t'y donnera des gâteaux et du chocolat. C'est bon que je te regarde? Ta robe est vraiment trop courte, là. Faut-il passer chez le boucher, petite mère? Que Dieu t'entende et te bénisse. À l'occasion, j'y coudrai un volant dans le bas, large d'une main. Tu fais ta prière du soir, Desdémone. Tu ne me sembles guère à ton pater austère. Autre et douce, tout à l'affût contemplatif de celui qui vient, comme la douceur instantanée d'une félicité naissante. Quand je te vis exposée dans la vitrine chez Jonathan Schlesinger, avec juste la même séduction de ses membres flexibles, cette légère voussure de ses hanches, ces seins dressés de jeune fille, égarés de bonheur, tel a dû être le grand maître le jour où la chair étendue offrait ses 14 ans à ses regards sur le divan. De temps en temps, en rêve, dis, tu me rendras visite? J'ouvre large mes bras pour t'étreindre, et je vais étouffer ton souffle sous mes baisers. Ma gorge s'étrangle à la seule pensée de mes nuits solitaires.
Je te le jure, par mon âme, enfant, que la satiété ne me gouverne pas. Qui voudrait se faire gloire d'avoir été rassasié de toi? Par toi se pompe la moelle de mes os, par toi se recroqueville mon dos, par toi s'envole le dernier éclat de mes yeux encore jeunes. C'était toi ou c'était moi? Et j'ai remporté la victoire. Si je devais les passer en revue toutes les endormies avec lesquelles j'ai si combattu le même combat. La psyché de Touman, cette Ada que j'ai dû enlever au tiroir du secrétaire de papa pour la verser à mon harem. Une Leda, tremblante, tressaillant de ma carte, que j'ai trouvée par hasard dans les cahiers de classe de mon frère. Tu meurs, non pas à cause de tes péchés, tu meurs à cause des miens, en légitime défense contre moi-même. L'époux va perpétrer d'un cœur ensanglanté le 7e meurtre. Le rôle de Barbe Bleue. Quelque chose de tragique. Je crois que toutes ces femmes assassinées, à elles toutes, ne souffrirent pas autant que lui à chaque fois qu'il en assassinait une. Oh, je sens un Héliogabal en moi. Moritura me saluta. Fille, fille, pourquoi serres-tu tes genoux l'un contre l'autre? Pourquoi donc si tard, juste au seuil de l'impénétrable éternité? Fille, une secousse, et je te rends libre. Un seul mouvement féminin, un signe de lascivité, de sympathie, fille. Je veux te faire enchasser dans l'or, te suspendre au-dessus de mon lit. Malheur, malheur aux inhumaines. À ce propos, on dit toujours qu'elle a joué d'une éducation exemplaire. Justement, moi aussi. As-tu fait ta prière du soir, Desdémone? J'ai le cœur traversé de spasmes. Absurdité! Ma sainte Agnès elle-même est morte pour sa pudeur. Et elle n'était pas à moitié aussi nue que toi. Encore un baiser sur ta chair en fleurs, sur la rondeur de tes seins, sur tes genoux inexorables. Telle est la cause, mon cœur. C'est ici que tu t'es caché? Tout le monde te cherche. Il y a de l'orage dans l'air. Va-t'en, va-t'en. Qu'as-tu donc? Pourquoi ne montres-tu pas ton visage? Loin d'ici, loin. Je vais jeter dans la grange. Oh, pour sûr que je ne m'en vais plus maintenant. Pourquoi ne viens-tu pas dans le pré avec nous, Melchior? Ici, on étouffe, il fait sombre. Nous serons trempés, mais après tout, pour nous. Le foin sent si bon. Dehors. Dehors, le ciel doit être noir, comme un linceul noir. Je ne vois plus que le profiter. Il luit sur ta poitrine, sur ton cœur que j'entends battre. Ne pas s'embrasser, Melchior. Ne pas s'embrasser. Ton cœur, j'entends battre. On s'aime celui qu'on embrasse. Non, Oh Melchior. non, il n'y a pas d'amour. Non, Melchior. Tout intérêt, Non, Melchior. tout égoïsme. Non. Viens là, Non, Melchior. viens là, viens là, viens là. Mon cher Maurice Stiefel, depuis 24 heures que je tourne et retourne mes pensées sur ce que vous m'écrivez, c'est le cœur lourd que je prends enfin la plume. Le montant de votre traversée en Amérique, je ne puis pas, je vous en donne la plus sainte assurance. Je ne puis pas vous le procurer. Tout d'abord, parce que je n'ai pas autant d'argent à ma disposition. Et ensuite, même si j'en avais, on ne pourrait pas imaginer vous laisser en main les moyens de commettre une étourderie aussi lourde de conséquences. Et vous me peindriez, monsieur Stiefel. Oh. Ça me plaît pas. Et vous me peindriez injustement, monsieur Stiefel, si vous voyez dans ce refus les marques d'un amour en défaut. Je suis toute prête, si vous le désirez, à écrire à vos enculés de parents.
Je m'essaierai à les persuader qu'au cours de ce trimestre, malgré votre renvoi, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire et que vous avez surmonté vos forces pour qu'un jugement pas trop rigoureux sur votre sort se trouve à des moins fondés et qu'il risqua de se porter préjudice et de la plus grave façon sur votre santé physique et morale. Les menaces que vous me faites, sous forme d'allusion, de mettre fin à vos jours au cas où votre fugue échouerait, m'ont à vous franc-parler, monsieur Stiefel, paru bien étrange. Subit-on le plus immérité des maux qu'on ne devrait au grand jamais se laisser entraîner au choix de moyens si indignes. Le procédé par lequel vous entendez rendre responsable une femme qui ne vous veut que du bien pourrait passer aisément pour une tentative de chantage. Mon opinion est qu'il est foncièrement inadmissible de juger un jeune homme pour ses exercices d'après ses témoignages scolaires. Prenez l'affaire comme elle vient. En tout cas, je vous en donne l'assurance, votre échec ne pourra en rien altérer votre relation avec Melchior. Allons donc, monsieur Stiefel, la tête haute, des crises comme celle-ci ou d'autres visitent chacun d'entre nous et ne demandent qu'à être surmontées. Si chacun se ruait sur le poignard, il n'y aurait bientôt plus d'hommes sur terre. Je veux un mot de vous très bientôt. Votre maternelle amie, Fanny Gabin. Pourquoi t'es-tu glissé hors de la chambre? Pour chercher des violettes? Parce que mère peut me voir sourire? Pourquoi n'es-tu pas capable de garder tes lèvres jointes? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne trouve plus les mots. Le chemin est comme un tapis de peluche, pas un caillou, pas une épine. Oh, mes pieds ne touchent plus le sol. Quel profond sommeil. Ici. Elles étaient ici. Je me sens grave comme la nonne devant la scène. Tous, petites violettes, tous. Paix, petite mère, paix. Je vais la mettre, ta robe de pénitence. Adieu. Si quelqu'un pouvait venir, que je lui saute au cou, que je puisse lui raconter. Ce qui est bien est bien. Je ne faisais pas l'affaire. Qu'ils se piétinent les uns les autres s'ils le veulent. Je ferme la porte derrière moi et j'aborde à l'espace. Je n'attache pas tant de prix à me faire bousculer. Je ne me suis pas poussée au monde. Et je devrais me pousser au monde maintenant. Vais-je passer un contrat avec le bon Dieu? Que le monde tourne comme on veut qu'il tourne. On m'a embarqué après tout. Je n'en rends pas mes parents responsables. Tout de même, ils devaient s'attendre au pire. Tous deux étaient assez grands pour savoir ce qu'ils faisaient. Moi, je n'étais qu'un nourrisson quand je vais au monde, sinon j'aurais été bien assez malin pour devenir un autre. Faut-il que j'expie parce que les autres étaient déjà là? Faudrait vraiment que je fusse tombée sur la tête. On est tout à fait par hasard. Et après mûre réflexion, on ne devrait pas peut-être. C'est à se tirer une balle dans la tête. Le temps, lui, au moins, s'est montré plein d'égards. Il a espéré pleuvoir tous les jours et pour finir, il s'en est empêché. Il règne dans la nature une paix peu commune. Rien, nulle part, de criard, rien d'agité. Le ciel et la terre, une toile d'araignée. Le paysage, une douceur de berceuse. Dors, petit prince, dors. Comme me chantait mademoiselle Snandoulia. Oh, c'était à la Sainte-Cécile que j'ai dansé pour la dernière fois. Snandoulia ne danse qu'avec de bons partis. Avec sa robe de soie, fendue derrière et devant. Derrière, jusqu'à la ceinture et devant, jusqu'à mon conscience, elle ne pouvait pas porter de chemise. C'est une des dernières choses qui pourrait me retenir. Juste par curiosité, ça doit être un sentiment incroyable d'être emporté par des torrents. Aujourd'hui, je vais pas me remettre à pleurer. Aujourd'hui, je vais pas repenser à mon enterrement.
Melchior ira déposer une couronne sur mon cercueil. Le pasteur ventre chauve consolera mes parents et le recteur coup de soleil citera quelques exemples tirés d'histoire. Je n'aurai probablement pas de pierre tombale. J'aurais pu escompter une urne de marbre blanc comme neige sur un socle de syénite noir. Dieu merci, je m'en passerai bien. Les monuments sont pour les vivants, non pas pour les morts. Aujourd'hui, je ne vais pas me mettre à pleurer. Je suis joyeux de pouvoir regarder en arrière sans amertume. Quel beau soir j'ai passé avec Melchior. Sur la rive ultérieure, grave regard amis me font signe. Compassion au bras tendu qui m'attend. Vos ordres veulent pour les adolescents. J'emporte avec moi ma lettre de franchise. Sombre est la coupe, vole le papillon, cesse le mirage. La brume se déchire. La vie est affaire de goût. Qu'as-tu perdu? Il se... Que j'ai acheté ici. Pourquoi m'effrayer ainsi? Que j'ai acheté, qu'as-tu perdu? Pourquoi m'effrayer aussi horriblement? Je m'en viens de la ville et je rentre chez moi. Je ne sais pas ce que j'ai perdu. Alors chercher ne te sert à rien. Nom de Dieu, nom de Dieu. Je ne suis pas rentrée chez moi depuis 4 jours. Les pas feutrés du chat. Parce que j'ai mes souliers de bain. Mère va faire de ses yeux. Viens avec moi chez nous. Où es-tu allé traîner encore? Dans la Priapi. La Priapi. Chez nous. Chez Ferrandorf. Chez Baginski. Chez Landström. Spoiler. Et toi les pointus. Frit, elle va sauter en l'air. Ils font ton portrait. Ferrandorf me part. En sainte stylite. Je reste debout sur un chapiteau corinthian. Ferrandorf. Moi je te le dis. C'est une nouille molle. La dernière fois, je lui écrase un tube de peinture. Il me chie son pinceau dans les cheveux. Je lui donne une claque. Il me jette sa palette à la tête. Je renverse le chevalet. Et voici derrière moi, avec son appui-main par-dessus le divan, la table, les chaises, tout l'atelier. Derrière le poêle, il y avait une esquisse. Tu es gentil ou bien je la déchire? Il a décrété la destinée. Et pour finir, il m'a terriblement, mais terriblement, je te le dis, embrasse. Où restes-tu la nuit quand tu es en ville? Hier, nous étions chez Nol. Avant-hier, chez Bogukiewicz. Dimanche, chez Oikonomopoulos. Chez Balinski, il y avait du champagne. La brigade avait vendu son pestiféré. L'autre chantait « Meurtrière d'enfant ». Ado la buvait dans le cendrier. A tordu la guitare. Oh, j'étais tellement saoule qu'ils ont dû me porter pour aller au lit. Tu vas toujours à l'école, Maurice? Non, ce trimestre j'ai pris mon congé. Tu as raison. Ah, comme le temps file quand on gagne de l'argent. Tu te souviens, comme nous jouions aux brigands, Wendla Bergman, toi, moi, les autres, lorsque vous veniez chez nous et buviez du lait de chèvre froid. Et Wendla, que fait-elle? La dernière fois que je l'ai vue, c'était à l'inondation. Et mais qui d'abord, est-ce qu'il est toujours plongé dans ses rêveries? À la leçon de chant, nous étions là en face de l'or. Il fait de la philosophie. Wendla m'attendait chez moi. Elle a apporté des confitures à ma mère. Ce jour-là, je posais pour Isidore Landauer. Il a besoin de moi pour la Sainte Marie, Mère de Dieu avec l'enfant Jésus. C'est un égo antipathique. Comme une girouette. Tu as mal aux cheveux? C'était hier soir. On a siroté comme des hippopotames. Je me suis traînée chez moi jusqu'à 5h du matin. Il suffit de te regarder, Maurice. Et il y avait les filles. Arabella, une andalouse, la nymphe de la bière. Le patron nous a laissé la nuit tout seul avec elle. Il suffit de te regarder, Maurice. Moi, je ne connais pas le mal aux cheveux. Au carnaval passé, pendant 3 jours et 3 nuits, je ne me suis pas couchée, je ne me suis pas déshabillée. De la redoute au cafeconge, la nuit après la vista. Il y avait aussi Léna et la grosse Viola. La 3e nuit, Henri m'a trouvée. Il t'a donc cherché? Il a buté contre mon bras. J'étais par terre, sans conscience, étendue dans la neige. Sur ce, je suis allée chez lui. De 15 jours, je n'ai pas quitté sa demeure. Horrible époque. Le matin, il fallait enfiler sa robe de chambre persane. Et le soir,
marcher en habit de page noire dans la chambre, au cou, aux genoux, aux manches, des parements de dentelle blanche. Et tous les jours, il me photographiait dans un nouvel accoutrement. Un jour, sur le sofa, j'étais Ariane. Le lendemain, Leda. Et puis, Ganymède. Et puis, quatre pattes, Nabucodonosor femelle. Et avec ça, des tocards. Tantôt, le revolver, le meurtre, le suicide, le gaz à charbon. Le matin, de bonne heure, il a mené un pistolet dans le lit. Il me pointait la poitrine. Un sursaut. Et j'appuie. Oh, c'est qu'il aurait fait brite. Il aurait appuyé. Ensuite, il prenait l'arme dans sa bouche comme une sarbacane. Pour revenir comme ça, l'instinct de conservation. Et pour finir, il m'aurait logé une balle dans la colonne vertébrale. Il est toujours en vie, Henri? Est-ce que je sais? Au-dessus du lit, au plafond, il y avait un grand miroir. L'alcôve avait la hauteur d'une tour et la clarté d'un opéra. On se voyait grandeur nature comme suspendu dans le ciel. Horrible. Et rêve que j'y ai fait pendant des nuits. Oh Dieu, Dieu, est-ce qu'il me ferait pas bientôt jour? Bonne nuit, Luce. Quand tu dors, tu es belle à tuer. Cet Henri est-il toujours en vie? Dieu fasse que non. Un jour qu'il descend chercher son absinthe, je me glisse dans la rue, je jette un manteau sur mes épaules. Le carnaval était fini. La police m'attrape. À quoi rime ce bête mandat? Il m'emmène au poste. Alors, Nolm, Flerendorf, Padinsky, Spangler, Oikonomopoulos sont venus. Bref, il a pris à pied au complet. Et ils se sont portés caution pour moi. Ils m'ont amené en fiacre à l'atelier d'Adola. Puis lors, je suis fidèle au clan. Flerendorf est un singe. Nol est un porc. Oyokevitch, un hibou. Oison, une hyène. Oikonomopoulos, un chameau. Et voilà pourquoi je les aime bien quand même, tous autant qu'ils sont. Et que je voudrais m'attacher à personne d'autre. Le monde fut-il peuplé d'archanges et de millionnaires. Il faut que je remplisse. Viens avec moi chez nous. Pourquoi faire? Boire du lait de chèvre froid. Je te friserai au petit fer et je t'accrocherai une clochette autour du cou. Nous avons un petit cheval à bascule. Tu pourrais jouer avec. Non, je peux pas. J'ai encore les sassanides, le sermon sur la montagne et le parallélépipède sur la conscience. Doucement. Est-ce que vous descendez toujours au wigwam, là où Melky Gabor enterrait mon tomahawk? Vous avez le temps de voir venir. D'ici là, je serai à la boule. Il suffisait d'un mot. Il sort! Dieu merci, elle ne m'entend plus. Je n'étais pas en train. Mais faire, il faut avoir la tête libre, le cœur joyeux. Dommage, c'était l'occasion. Je dirais que j'avais d'énormes miroirs de cristal au-dessus de mes lits. Que je domptais un poulain indomptable. Que je le faisais caracoler sur un tapis noir. Bottines vernis noires, gants glacés noirs et du velours noir autour du cou. Je dirais que dans un accès d'égarement, je l'ai étouffé avec mon oreille et je montrerai un sourire quand on me parlera de volupté. Hurler, il a mal. Toute conscience perdue. Cela m'ôte la force. Cet enfant du bonheur, cet enfant du soleil, cette fille de joie sur mon chemin de douleur. L'ai-je donc retrouvé mon banc de gazon? Entre les saules, la vue est la même. La rivière se traîne comme du plomb fondu que je n'oublie pas. Vol d'étincelles. En tout lieu, en tous sens. Âme, étoile filante. Avant que je n'allume, on y voyait encore quelques herbes et une traînée vers l'horizon.
Maintenant, il est noir. Maintenant, je ne rentre plus. L'un de ces messieurs aurait-il une remarque à ajouter? Messieurs, nous sommes dans le cas de requérir, près le haut ministère de l'instruction publique et des cultes, la radiation de notre élève qui s'est rendu coupable, et si nous ne pouvons nous en dispenser, c'est en vertu de motifs du plus grand poids. Nous ne le pouvons parce qu'il faut que soit expié le malheur qui vient de nous surprendre. Nous pouvons d'autant moins parce qu'il faut à l'avenir mettre notre établissement à l'abri de tout semblable. Nous ne le pouvons par la nécessité de châtier un élève, d'avoir utilisé son influence démoralisatrice à l'endroit de ses condisciples. Nous ne le pouvons parce qu'il faut par-dessus tout l'empêcher d'exercer la même influence sur d'autres condisciples éventuels. Nous ne le pouvons enfin, messieurs, et cette raison est celle qui pèse le plus lourd et rend toute objection caduque par la nécessité de protéger notre établissement d'une de ces épidémies de suicide qu'on a déjà vu se déclarer divers lycées et qui ont jusqu'à ce jour réussi à déjouer tous les moyens d'enchaîner l'élève de nos lycées à ces conditions d'existence auxquelles il se conforme lorsqu'on le forme à sa formation. L'un de ces messieurs aurait-il une remarque à ajouter? Je ne puis me fermer plus longtemps à la conviction qu'il serait grand temps d'ouvrir une fenêtre. Oui, il règne ici une atmosphère comme dans les souterrains catacombes ou comme dans les archives de l'ex-cour d'appel de Wetzlar. Le grappin! À vos ordres, monsieur le recteur. Ouvrez une fenêtre, nous avons déjà sauvé à cette atmosphère dehors. L'un de ces messieurs aurait-il une remarque à ajouter? Si messieurs mes collègues souhaitent que l'on fasse ouvrir une fenêtre, je n'y vois pas pour ma part d'objection. Je souhaiterais seulement que l'on n'allât pas ouvrir la fenêtre qui est précisément dans mon dos. Le grappin! À vos ordres, monsieur le recteur. Ouvrez notre fenêtre. L'un de ces messieurs aurait-il une objection à ajouter? Sans vouloir de mon côté aggraver la controverse, je souhaiterais remettre en mémoire le fait que l'autre fenêtre, depuis les vacances d'automne, est murée. Le grappin! À vos ordres, monsieur le recteur. Laissez la fenêtre fermée. Je me vois dans l'obligation de porter la proposition aux voix. Je prie ceux de mes collègues qui sont favorables à l'ouverture de l'unique fenêtre pour venir en débat de se lever de leur siège. 1, 2 et 3. Le grappin! À vos ordres, monsieur le recteur. Laissez l'unique fenêtre fermée comme l'autre. Je n'oublie à mon fort que l'atmosphère ici ne laisse rien à désirer. L'un de ces messieurs aurait-il une remarque à ajouter? Messieurs, supposons le cas où nous renoncions à requérir près le haut ministère de l'instruction publique et des cultes la radiation de notre coupable élève, c'est nous alors que le haut ministère rendra responsable du malheur survenu. Parmi les différents lycées frappés par l'épidémie de suicide, ceux dans lesquels 25% des effectifs sont tombés victimes de ces ravages ont été suspendus par le haut ministère. Garantir notre établissement d'une si dure commotion, tel est notre devoir à nous, gardiens protecteurs de notre établissement. Une procédure d'indulgence, laquelle se justifierait, mais ne se justifie plus, dès lors qu'est compromise l'existence de notre établissement comme elle est aujourd'hui. Nous nous voyons donc dans la nécessité de juger notre coupable élève afin de n'être pas jugés nous qui sommes innocents. Le grappin, À vos ordres, monsieur le recteur. faites l'entrée. Si l'atmosphère régnante ne laisse rien à désirer à la compétente autorité, je voudrais alors proposer que pendant les vacances d'été, l'autre fenêtre aussi fût murée. Oh, monsieur mon cher collègue Coudland trouve que le local n'est pas suffisamment ventilé. Je propose à mon cher collègue de se faire poser dans le sinus frontal un ventilateur. Je n'ai pas besoin de relever des grossièretés. Je suis maître de mes 5 sens. Je dois vous rappeler, messieurs, mes collègues, cher Marie Coudlang à quelques bienséances. Notre coupable élève doit être dans l'escalier. Approchez-vous de la table. Une fois que monsieur Laurent Stiefel eut pris connaissance du crime scélérat de son fils, Moritz, se perd dans son égarement et dans l'espoir de tomber sur la trace de ce qui pouvait bien avoir motivé ce forfait d'abomination, se mit à fouiller les effets posthumes de son fils et mit la main, chemin faisant, sur un écrit qui, sans nous rendre en soi compréhensible, nous livre sur la voie du délabrement moral, là où s'engageait l'auteur du forfait. Une explication qui se suffit amplement, hélas.
Il s'agit ici d'un traité de 20 pages, en forme de dialogue, intitulé « Le coït ». Vous avez à vous taire, une fois que M. Laurent Stiefel vous fait tenir l'écrit litigieux et après jugement unanime de vos professeurs, il semblerait que l'écriture ressemble étrangement à la vôtre. Vous avez à vous taire à répondre aux questions que je vous pose, l'une après l'autre, par un oui ou non plat et modeste. Le grappin, À vos ordres, monsieur le Recteur. dossier. Je prie notre collègue M. Mouchamor de dresser à partir de maintenant le procès verbal exactement mot pour mot. Connaissez-vous cet écrit? Oui. Savez-vous ce que contient cet écrit? Oui. L'écriture de cet écrit est la vôtre? Oui. La conception de cet obscène écrit vous revient-elle? Je vous prie, monsieur le recteur, de me montrer une seule obscénité dans ce récit. Vous avez à répondre aux questions que je vous pose par un oui ou non plat et modeste. Je n'ai fait que consigner une réalité qui vous est parfaitement connue. Gredin. Je vous prie, monsieur le recteur, de me montrer une seule atteinte aux mœurs dans ce récit. Vous figurez-vous que j'ai envie de faire le pic devant vous? Vous avez aussi peu de déférence pour la dignité du corps entier de vos professeurs. Le grappin! À vos ordres, monsieur Recteur. Monsieur Mouchamor, veuillez clore ce procès verbal, s'il vous plaît. Le grappin, reconduisez-le. Et qui repoussa loin de lui la grâce que le Père éternel a répandue sur celui qui naquit dans le péché. Celui-là mourra d'une mort spirituelle, et qu'il vécut et œuvra pour le mal, dans le refus volontaire et charnel d'honorer Dieu comme il se doit. Celui-là mourra d'une mort corporelle. Mais celui qui refuse et rejette loin de lui en téméraire la croix que le très miséricordieux l'a chargé à cause du péché, en vérité, je vous le dis, celui-là mourra d'une mort éternelle. Mais nous-mêmes, pèlerins perpétuels sur le pèlerin perpétuel sur le chemin d'épine. Louons le Seigneur, rendons-lui grâce pour son insondable prédestination, car aussi vrai que celui qui est mort d'une triple mort, aussi vrai, le Père éternel guidera le juste vers la béatitude et la vie éternelle. Amen. Le petit n'était pas de moi. Le petit n'était pas de moi. Tout petit déjà. Il ne me plaisait pas. Le suicide comme atteinte à l'ordre moral du monde, au-delà du possible pensable. Dissipé, dépravé, dégénéré, déguenillé. Ma propre mère, je ne l'aurais pas cru si elle m'avait dit qu'un enfant puisse se conduire si lâchement avec ses parents. Se conduire ainsi avec un père qui du matin au soir depuis 20 ans ne nourrit qu'une pensée, le bien de son enfant. Nous savons que pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses sont pour le mieux. 1 Corinthiens 12-15. Pensez à la mère désespérée et cherchez par un effort redoublé à lui faire oublier le disparu. De toute façon, il est hautement invraisemblable que nous n'ayons pu le faire passer en classe supérieure. Monsieur nous fait passer dans la classe supérieure qu'au printemps suivant, il restait sur le carreau, aucun doute là-dessus. Maintenant et avant tout, ton seul devoir, penser à toi. Tu es père de famille. Fie-toi à mon bras. Oh, mais quel temps de chien! On a les boyaux glacés. Vite, un bon grog, sinon c'est l'affection cardiaque. Le petit n'était pas de moi. Le petit n'était pas de moi. Repose en paix, vieux frère. Et salue pour moi mes éternels fiancés de sacrificielle mémoire. Et recommande-moi très dévotement à la grâce du bon Dieu. Pauvre Nigo, ils s'en iront bien ficher un épouvantail sur sa tombe. On a retrouvé le pistolet? On n'a pas besoin de chercher le pistolet. Et toi, tu l'as vu, Jeannot?
Sale, maudit tour de passe-passe. Mais qui l'a vu? C'est là le point, on l'avait recouvert d'un drap. Et la langue, elle pendait? Les yeux, c'est pour ça qu'on l'a recouvert d'un drap. Oh, quelle horreur. Mais tu es sûr de sûr qu'il s'est pendu? On dit même qu'il n'avait même plus de tête. Absurde. Des racontas. Il ne pouvait vraiment pas se retirer de façon plus banale. Vite, vite, derrière nous viennent les fossoyeurs. Oh non, mais vaudrait-il pas mieux attendre un peu, ce... Pourquoi? Nous les renouvellerons toujours de nouvelles. Il en pousse assez. Tu as raison. Ou je déplanterai le rosier. Oh, je serais battue servie. Mais ici, ils pousseront bien. Je les arroserai chaque fois que je passerai. Je cueillerai des myosotis au ruisseau et je ramènerai de chez nous des iris blanches. Oh, ce serait une splendeur, une vraie splendeur. J'étais juste sur le pont quand j'ai entendu la détonation. Oh, pauvre cœur. Et je sais aussi la raison, Martha. Il t'a dit quelque chose? Le parallélépipède. Mais ne le dis à personne. Oh, tu as ma parole. Et voici le pistolet. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé. Je le lui ai pris dans la main en passant ce matin. Oh, donne-le-moi, Ilse, s'il te plaît. Donne-le-moi. Je le garde en souvenir. Mais est-ce vrai qu'il gila sans tête? Il a dû le charger d'eau. Les cierges de la reine étaient tout éclaboussés de sang et sa cervelle pendait dans les sols alentours. Ils ne pouvaient laisser retomber sur eux des accusations qui se répétaient partout. Et maintenant que mon enfant se retrouve prisonnier de ces emperruqués, on voudrait que moi, sa mère, je parachève le travail de ses bourreaux, mais Dieu m'en préserve. Voilà 14 ans que je considère sans rien dire tes ingénieuses méthodes d'éducation. Tout à l'opposé de mes conceptions. J'ai toujours vécu avec la conviction qu'un enfant n'est pas un joujou, qu'un enfant a le droit de notre part à une attention grave et sainte. Mais je me disais aussi que si l'esprit et la grâce de l'un de nous deux étaient capables de tenir compte des graves principes de l'autre, ma foi qu'on leur donne la préférence. Je ne te fais pas de reproches, Fanny. Mais ne te mets pas en travers de mon chemin quand je cherche à réparer ce que toi et moi nous avons fait au petit. Je me mettrai en travers de ta route tant qu'une goutte de sang coulera dans mes veines. Le pénitencier? Mais mon enfant est perdu. Peut-être que dans ce genre d'établissement, une nature de criminel s'améliore, je n'en sais rien. Mais un être de bonne nature dépérit aussi sûr que tu prives une plante d'air et de soleil. Je n'ai pas conscience d'avoir fait du mal au petit. Et je me félicite chaque jour d'avoir su faire naître chez lui une richesse d'esprit. Peut-être sais-tu tout cela bien mieux que moi. Mais je ne laisserai pas mon enfant être poussé aussi brutalement vers la mort. Cela ne dépend pas de nous, Fanny. C'est un risque que nous avons pris en mettant de notre bonheur. Tu n'aperçois qu'impertinente bagatelle, là où il s'agit des vices fonciers d'un caractère. Bon, vous les femmes, vous n'êtes pas capables de juger de ces matières. Et celui qui a écrit ce que Melchior a écrit, il faut vraiment qu'il soit pourri au noyau le plus intime de son être. Là, c'est la moelle qui est atteinte. Mais nous ne sommes pas des saints. Chacun d'entre nous s'éloigne du droit chemin. Mais son écrit à lui, c'est un principe qu'il revendique. Son écrit ne correspond point à quelques faux pas de hasard ou d'occasion. Il décrit avec une précision, il défend avec une précision à faire dresser les cheveux un dessein franchement avéré, en faveur de l'immoralité pour l'immoralité même. Bon, cessons-nous quereller, Fanny. Je sais combien il t'en coûte. Je sais que tu l'idolâtres, car il est le miroir si parfait de ton naturel. Mais sois plus forte que toi-même pour une fois. Pour une fois. C'est ton fils, oublie-toi. Dieu me donne la force de te tenir tête. Il faut vraiment être un homme pour parler de la sorte. Il faut être un homme pour s'aveugler à ce qui saute aux yeux. Je m'y suis prise avec Melchior comme une femme réfléchie quand je l'ai vu sensible aux intérêts de son entourage. Sommes-nous responsables du hasard? Tu te prends une cuite sur la tête et ton père ou ton frère viendra t'aider et au lieu de ça, il te marchera dessus? Non! Il pourra compter sur sa mère. Qu'a-t-il écrit qui ne montre pas qu'il est encore un enfant, encore intact, un bêta? Je te préviens,
Si tu mets Melchior au pénitencier, c'est la séparation entre nous. Il faudra bien que tu t'en arranges, Fanny, un jour ou l'autre. Il est facile pour personne de tirer un escompte sur le malheur. Je me tiendrai à tes côtés. Et si ton courage menace de succomber, alors je ne reculerai devant rien, peine ou sacrifice, pour te réconforter le cœur. Je vois l'avenir si gris, si nuageux. Il ne manquerait plus encore que tu sois aussi perdu pour moi. Mais je ne le verrai plus, je ne le verrai plus. Moi, je porte la faute. Mais ne laisse pas retomber ta main terrible sur ton enfant. Mais il a failli. Mais il n'a pas failli. Mais oui, il a failli. Juste tout donner pour pouvoir époigner cela à ton amour sans limite. Ce matin, il est venu me voir une femme. Elle semblait hors de sens. Elle arrivait à peine à articuler. Elle tenait dans sa main une lettre. Une lettre écrite à sa fille qui a 15 ans. Par une curiosité toute bête, elle l'avait ouverte. La petite fille était sortie. Dans cette lettre, Melchior écrit à cette fille qui a 15 ans que la façon dont il s'était conduit avec elle ne lui laissait plus de repos, qu'il avait fauté envers elle, etc., etc. C'est impossible. La lettre est un faux, la tromperie est patente. On cherche à utiliser une radiation qui est connue de la ville. Bon, je n'ai pas encore parlé au petit, mais je t'en prie. Regarde l'écriture, regarde le style. Quelle honte. Un voyou? Un dégénéré? C'est ce que je crains. Non. Non, jamais plus. Ma femme me demande quoi faire, en se tordant les mains, je lui réponds qu'elle devrait ne pas laisser sa fille grimper toute seule dans les greniers. Heureusement, elle m'a laissé la lettre. Maintenant, envoyons Melchior dans un autre établissement, où il ne sera même plus sous surveillance parentale. Et je peux t'assurer que dans 3 semaines, ce sera la même réponse, nouvelle radiation. Et alors son petit cœur enjoué de printemps s'en fera peu à peu une habitude. Bon, dis-moi, Fanny, où est-ce que je dois le mettre, ce garçon? Où? Au pénitencier. Là-bas. Il trouvera au premier chef tout ce qui lui a fait toujours coupablement défaut avec nous. Il trouvera des principes. Dans ce genre d'établissement, l'accent est mis sur le développement de sentiments chrétiens. L'enfant apprend enfin à vouloir le bien et non pas ce qui lui chante, et dans ses actions à ne pas suivre son naturel, mais la loi. Bon. Il y a 30 minutes, mon frère m'a envoyé un courrier, et il confirme toutes les paroles de cette femme. Melchior lui a demandé 200 marks pour s'enfuir en Angleterre. Oh, Dieu de miséricorde. Quel âge avez-vous exactement? 14 ans. Je lui prescris 3 pilules du 2 fois de morue à prendre 3 fois par jour avec du sirop de fer. D'ici là, elle sera sur le coup. Vous offrirez un verre de vin, monsieur le conseiller de santé? Ça ira, ma voiture m'attend. Bien, bonsoir. Encore une fois, votre platane se colore des 1000 feux. Le vois-tu de ton lit? Éphémère splendeur, peu faite pour vous réjouir, à la voir ainsi venir et passer. Oh, il faut que je m'en aille bien vite. Muller m'attend devant la poste et je dois encore passer chez la couturière. Mickey va étrimer ses premiers pantalons et Karl va avoir un nouvel ensemble en tricot pour l'hiver. Quel bonheur par moment! Tout est joie, tout est bonheur. Oh, aurais-je pu deviner avoir le cœur si content? Je brûle d'envie de sortir à la lumière du soir, d'aller chercher dans les prairies des primes verts le long des fleuves, de m'asseoir sur la rive, de rêver. Alors, le mal dedans me reprend, et je sens que je vais mourir demain. Je gèle, je brûle, mes yeux s'obscurcissent. Alors la sale bête est en moi, qui bat des ailes.
Chaque fois que je m'éveille, je vois mère qui pleure. Oh, que cela me fait mal. Tu ne peux pas savoir, Ina. Tu veux que je rehausse ton oreiller? Il assure que les vomissements vont bientôt s'arrêter, Venla. Et que tu vas bientôt pouvoir te lever. Oui, je crois que tu vas vraiment pouvoir te lever bientôt, Venla. Si ça se trouve, la prochaine fois que je viendrai vous dire bonjour, tu gambaderas dans toute la maison. Il faut vraiment que je parte. Au revoir, mère. Dieu te bénisse, chère Venla. Et vite, vite une prompte guérison. Au revoir, Ina. Apporte-moi des primes d'air quand tu reviendras. Adieu. Dis un beau jour au garçon. Qu'a-t-il dit, mère, quand il était dehors? Il n'a rien dit. Il disait que mademoiselle de Witzleben aussi avait souvent des convulsions, mais c'est toujours le cas avec la consomption. Il a dit que j'avais de la consomption. Et que tu devrais boire du lait et manger de la viande et des légumes dès que tu verras ton appétit revenu. Oh, mère, je crois que je n'ai pas de la consomption. Tu as de la consomption, ma fille. Tu as de la consomption. Non, je n'ai pas de la consomption. Je le sais, je le sens. J'ai de l'hydropisie. Tu as de la consomption, ma fille. Tu as de la consomption. Il a bel et bien dit que tu avais de la consomption. Ça va aller mieux. Oh, cela n'ira pas mieux. J'ai de l'hydropisie. Oh, je vais mourir, mère, je vais mourir. Tu ne vas pas mourir, mon enfant. Tu ne vas pas mourir, mon enfant. Alors pourquoi toutes ces larmes si déchirantes? Tu ne vas pas mourir, mon enfant. Tu n'as pas d'hydropisie. Tu vas avoir un enfant, Bella. Mais pourquoi m'avoir fait ça à moi? Mais je ne t'ai rien fait. Mais tu ne vas pas nier non plus. Je sais tout. Mais c'est impossible puisque je ne suis pas mariée. Mais Dieu grand, Dieu puissant, mais c'est là l'horrible. Tu n'es pas mariée. Mais qu'as-tu fait, Bella? Mais j'en sais rien. Dieu sait quoi. Nous étions allongés dans le foin mais je n'ai aimé que toi, mère. Oh, mon trésor. Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit? Oh, Bella. Bella, Bella. Nous n'allons pas nous navrer plus le cœur. Bella, il faut que tu sois courageuse. Ne me déçois pas, Bella. Oh, dire une chose pareille à une enfant de 14 ans, j'aurais préféré parler de l'extinction du soleil. Bella, ma Bella, j'ai fait pour toi tout ce que ma bonne mère a fait pour moi. Ne me déçois pas, tu vois. Un jour, on est devant la fenêtre avec les mains sur le ventre, et puis le jour d'après, il n'y a plus rien. Mais tu trembles? Quelqu'un a frappé. Je n'ai rien entendu. Et là, j'ai entendu très distinctement. Qui est dehors? Personne. La mère Schmidt de la rue des Jardins. Vous tombez bien, mère Schmidt. Je me suis épuisée au travail. Ne soyons pas tristes. Ces minutes qui passent, quel dommage. On les voit suspendus au ciel, mais on ne peut même plus. Et demain, elles iront au pressoir. La fatigue est impossible à supporter, Clave. Oh, je n'en peux plus. Allez, encore cette grappe de muscat vermeil. Oh, mon élasticité a ses limites. Si je tends le sarment, il aussi de ta bouche à ma bouche. On n'a pas besoin de bouger, toi et moi. On mord les grains et on laisse la grabuge rebondir jusqu'au cep. À peine on se décide, et hop, voilà revenu la casse que nous avait abandonnée. Et le firmament éclatant, les cloches du soir, on ne promet guère autant d'avenir. Souvent, je me vois déjà en vénérable pasteur. Une petite femme pimpante au foyer. Une bibliothèque bien fournie. Des charges et des dignités dans tous les coins. On a 6 jours pour réfléchir, et le 7e jour, on ouvre la bouche. On va se promener, histoire de serrer la main à un écolier, à une écolière. Et quand on rentre à la maison, le café fume. Le gâteau est servi sur la table. Et par la barrière du jardin, des jeunes filles vous apportent des pommes. Est-ce que tu peux te représenter quelque chose de plus beau? Moi, je me représente des paupières mi-closes, des lèvres mi-ouvertes et des draperies sur cul. Je ne crois pas au pathos. Regarde, nos vieux nous montrent des visages pour nos longueurs, pour déguiser leurs bêtises, mais entre eux et se traitent de cornichons, tout comme nous. Je connais ça.
quand je serai millionnaire, j'édifierai un monument au bon Dieu. Imagine-toi la ville comme une jatte de lait, avec du sucre et de la cannelle. Il y en a un qui renverse tout et qui braille. L'autre qui la mélange et attrape une suée. Pourquoi ne pas juste goûter la crème? À moins qu'il ne faille apprendre ces choses-là, dis-moi. Goûtons juste la crème. Ce qui reste, les poules l'avalent. J'ai sorti ma tête de tant de coulant. Jeannot, goûtons juste la crème. Mais pourquoi ris-tu? C'est toi qui recommence. Il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Quand dans 30 ans, nous repenserons un moment comme celui-ci, il nous semblera indiciblement beau sans doute. Et comme tout va tout seul à présent, Et pourquoi pas? si par hasard on est seul, peut-être bien qu'on pleure. Ne soyons pas tristes. Je suis sortie de chez moi. Je pensais juste parler, c'est tout, et puis rentrer. Moi, je t'attendais. Ce n'est pas que la vertu nous aille mal, c'est qu'elle est faite pour des figures imposantes. Elle nous flotte autour des membres. Je n'aurais pas été tranquille si je ne t'avais pas rencontré. Je t'aime, Jeannot, comme je n'ai jamais aimé aucun être. Ne soyons pas tristes. Quand dans 30 ans nous y repenserons, nous nous manquons peut-être. Mais à présent, tout est si beau. Les mots étincellent. Les grappes nous tombent dans la bouche. Le vent se blottit contre les rochers comme un chaton expert et cajoleur. Ici, la meute ne me suivra pas. Pendant qu'il fouille les bordels, je peux reprendre souffle. Et savoir où j'en suis. Veste déchirée, poche vide. Le plus inoffensif peut me faire peur. C'est de jour que je devrais chercher à progresser dans la forêt. Tiens, une croix que j'ai piétinée. C'était un jour où de toute manière les petites fleurs puissent geler. Dans le royaume des morts. Tout autour la terre est froide. Grimper par la lucarne du pénitencier ne fut pas aussi difficile que ce chemin. La seule chose à laquelle je n'ai pas été préparé. Me voici suspendu sur l'abîme. Toute chose enfuie, en allée. Pourquoi elle à cause de moi? Pourquoi pas le coupable? Insaisissable providence. J'aurais cassé des pierres, j'aurais eu faim. Et là, qu'est-ce qui me tient encore debout? Le crime appelle le crime. Je suis voué à la fange. Et plus assez de force pour tirer la conclusion. Un ongeement en prière? Une épitaphe? Ici repose en paix Wendla Bergman, née le 24 mai 1878, et morte de consomption le 2 novembre 1892. Bienheureux les cœurs purs. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Je n'ai pas le droit de pleurer ici. Non. Il me reste le désespoir. Bravo à vous aussi d'avoir été aussi attentif. Voilà, c'est la fin du marathon. Allez, on enchaîne, on repart. Voilà, on va prendre un petit peu de... Et bravo à vous.